Bonsoir Éric Dupond-Moretti. Bonsoir Monsieur Duhamel. Merci d'être avec nous ce soir dans C'est pas tous les jours dimanche, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Pour commencer, je voudrais vous faire écouter Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France. Il y a tout juste quelques instants, il a pris position dans cette crise politique que traverse le pays. Écoutez Kylian Mbappé. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. On a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter. J'espère que ma voix va porter un maximum parce que le pays, on a besoin de s'identifier à ce pays. On a besoin de s'identifier à nos valeurs qui sont des valeurs de mixité, de tolérance, de respect. J'espère vraiment qu'on va faire le bon choix et j'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7. Franchement, c'est plus efficace que tous vos discours, ça, non? Ça commence fort, dites-moi. Mais c'est bien que l'on veuille mobiliser la jeunesse. Mixité, tolérance. On se plaint en permanence que les jeunes ne votent pas, ou ne votent plus, ou ne votent pas assez. Et voilà quelqu'un qui est suivi par la jeunesse, qui décide de dire ce qu'il peut dire comme citoyen, parce qu'il est citoyen. Vous le remerciez? Je le remercie de dire aux jeunes qu'il faut qu'ils aillent voter. Je pense que vous avez raison, auprès des jeunes, sa voix porte plus que la mienne. Et peut-être porte plus que la mienne tout court, j'en sais rien. Mais comme on est en campagne électorale, comme on est dans une grande démocratie, comme tout le monde peut s'exprimer, je trouve que ce qu'il dit est juste et qu'il a raison de le dire. Le fait qu'une star, qu'un footballeur comme Kylian Mbappé, qui est d'habitude extrêmement prudent sur les sujets politiques, sujets de société, prenne la parole de cette manière-là, c'est vraiment que l'heure est grave? C'est ce qu'il dit. Mais d'autres artistes prendront la parole, ont déjà pris la parole. Et dans une démocratie, je le répète, celui qui veut dire ce qu'il a à dire peut le dire. Certains reçoivent évidemment plus d'écho que d'autres. Médiatiquement, il est quelqu'un de particulièrement connu. Éric Dupond-Moretti, je voudrais vous soumettre les mots d'un ancien président et d'un ancien Premier ministre. D'abord, Nicolas Sarkozy. Sur la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale, dans le journal du dimanche, voilà ce que dit Nicolas Sarkozy. Un risque majeur pour le pays comme pour le président, pour le pays déjà fracturé parce que cela peut le plonger dans un chaos dont il aura les plus grandes difficultés à sortir. Voilà ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Et Lionel Jospin, ancien Premier ministre dans Le Monde, ouvrez les guillemets, le président de la République offre au Rassemblement national l'occasion de briguer le pouvoir. Ce n'est pas responsable. Tant Nicolas Sarkozy que Lionel Jospin sont des hommes d'État qui connaissent le fonctionnement des institutions, leurs pratiques. Est-ce qu'au fond, ils ne disent pas tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, y compris dans votre camp, Éric Dupond-Moretti? Alors moi, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que le président a eu raison. Et vous me laisserez le temps de m'expliquer là-dessus. Il y avait une clarification nécessaire. D'ailleurs, elle est en marche, cette clarification. Tant en ce qui concerne les appareils politiques que les hommes. Je dis bien que les hommes. C'est très très révélateur ce qui se passe. Le président Sarkozy, j'ai lu son interview, j'ai pas lu l'interview de M. Jospin, j'ai pas eu le temps. Ça n'est pas une préférence, c'est comme ça. L'interview de M. Sarkozy, vous la résumez quand même. Beaucoup parce que... Choisis une des phrases, mais il y a effectivement d'autres. J'entends bien, il n'est pas d'accord, il aurait sans doute fait autrement. J'en accepte l'augure, j'en accepte l'idée. Le président Sarkozy, vous l'avez dit, est l'ancien président de la République, c'est un homme d'État. Mais il dit aussi que Éric Ciotti a eu tort, sur le fond, sur la forme. Et il dit aussi, et ça vous a peut-être échappé, que la seule voie possible aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Oui, enfin, Éric Dupond-Moretti, vous retenez ce qui vous plaît dans les propos de Nicolas Sarkozy, parce que malgré tout, j'incite sur ce que dit le président de la République. Le risque de plonger le pays dans un chaos dont il aura les plus grandes difficultés à sortir. Vous dites il y a un instant, au fond, la dissolution de l'Assemblée nationale agit comme une forme de clarification. Peut-être, et on y reviendra tout à l'heure sur effectivement les familles politiques qui sont en train de s'unir. Mais le risque de chaos, le risque que, au fond, le bloc central que vous incarnez ce soir soit le grand perdant de cette clarification. Ça, vous le constatez? Non mais le chaos, moi je l'ai déjà connu. C'est pas qu'il serait à venir. Il existait à l'Assemblée nationale. Le président de la République, Emmanuel Macron, actuellement en poste avec la majorité relative qui est la nôtre, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, qui n'a pas connu une telle Assemblée nationale. C'est quoi? C'est des cris, c'est des invectives, c'est des violences.
c'est un drapeau palestinien, c'est tout un tas de choses qui, je le crois, ont profondément choqué nos compatriotes. Et pourtant, vous Le ne cessiez chaos- d'expliquer, le chaos- Éric Dupond-Moretti, vous ne cessiez d'expliquer que c'était gouvernable. J'ai par exemple retrouvé ce que vous disiez après la loi immigration. Il y a des textes majeurs qui ont été passés sur la hausse des moyens pour la justice, pour les forces de sécurité intérieure. Est-ce tenable? Quand on lit la Constitution de la 5e, on préférait avoir une majorité absolue, mais 50 textes sont déjà passés. C'est bien la preuve que ça pouvait continuer encore comme ça. Vous-même, vous le disiez en fin d'année dernière. Monsieur Duhamel, ce n'est pas vous qui avez été sous la menace permanente d'une dissolution. Non, ça je vous confirme. À ma Voilà. place, je n'ai Voilà. pas encore ce privilège-là. Eh bien voilà. Et c'était ça en permanence. Donc nous avons décidé, me semble-t-il, le président de la République, mais moi je le suis dans cette décision complètement et totalement de clarifier les choses. Il y a un électorat RN extrêmement important qui s'est dégagé au moment des européennes. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces électeurs? Il y a les aficionados, j'allais dire de toujours, de l'extrême droite. Ceux-là, ils sont imbougeables. Ils resteront à l'extrême droite. Il y a ceux qui se disaient, l'Europe, au fond, c'est bien loin. Il y a ceux qui sont tentés par la contestation que peut exprimer un vote RN. Le moment de la clarification est venu. Et à l'extrême gauche, alors, on a tous les jours des surprises. Et nous voyons bien que ça n'est plus tenable. Et que le seul choix sérieux, c'est le choix de la modération que nous incarnons. Alors oui, on a fait passer des textes, mais dans quelles difficultés, vous le savez. Donc nous souhaitons, nous, pouvoir encore proposer aux Français un certain nombre de choses. Et si vous m'interrogez sur le périmètre qui est le mien, je vous répondrai. On va y venir dans un instant. Je reprends juste un mot que vous venez de prononcer. Vous dites on est le seul choix de la modération. Je me mets à la place de certains téléspectateurs qui nous regardent et qui se disent ça fait 7 ans qu'on nous joue le numéro de c'est nous le chaos, c'est les extrêmes ou nous, on incarne le cercle de la raison. Ça veut dire qu'au fond, si je résume, Éric Dupond-Moretti, pour un électeur modéré, les 30 juin et 7 juillet, il n'y a pas d'autre choix que de voter pour vous. Enfin, regardez les programmes. À l'extrême gauche, c'est 300 milliards d'euros par an, avec des promesses qui sont intenables. Moins que ça, et Manuel Bompard ce midi contestait le chiffrage. Oui, d'accord, Oui. mais oui, forcément, c'est son programme économique, avec un SMIC surévalué, avec l'abrogation de la retraite. D'ailleurs, je donnerai une petite explication en ce qui concerne M. Hollande et M. Rousseau, parce que M. Hollande, il se présente dans la liste Front dit populaire, Front populaire. Il a donc accepté, il accepte donc de détricoter la retraite telle qu'elle est aujourd'hui. Je rappelle qu'il est le premier à avoir mis la retraite à 62. Donc maintenant, il est pour la retraite à 60. Alors, la retraite à 62 ans, c'était Nicolas Sarkozy. Lui a fait une réforme qui a allongé la durée de cotisation. Ok, voilà. Ouais. Si c'est pour me reprendre et me dire ça, ça va dans le sens de ce que je viens Parce que la retraite à d'exprimer. 62 ans, c'était François Oui, Fillon. mais Ouais. et il y a aussi M. Rousseau, Aurélien Rousseau, qui a travaillé beaucoup avec minutie, avec talent auprès d'Elisabeth Borne. Il était directeur de cabinet pour élaborer cette loi retraite. Et aujourd'hui, il a franchi le Rubicon, si j'ose dire. Donc oui, les gens normaux, les gens qui bossent, ils ont raison de s'inquiéter. L'économie française est en péril, je le dis. Leur épargne est en péril. De l'autre côté, c'est pas beaucoup mieux d'ailleurs. C'est 100 milliards là d'euros. Mais monsieur, Mais Éric Dupond-Moretti, il y a des gens normaux aussi qui peuvent, comme vous dites, je reprends votre expression, des modérés normaux, qui peuvent ne pas avoir envie de voter pour vous. Non mais normaux, vous avez compris, Oui, oui, au sens pas au sens condescendant du terme. Mais il y a quelque chose qui ne va pas bien dans votre question. Pardon, on n'a pas de bilan. Mais vous avez oublié ce que le président Macron, ce que nous avons traversé, la crise Covid, comment l'économie française a été sauvée. Tout le monde s'accorde à le dire. 1000 milliards d'euros de dette en plus depuis 2017. J'entends bien, et nous sommes aujourd'hui le pays le plus attractif en Europe. Vous le savez. Vous faites un de circonspection, mais c'est la réalité. Comment on aurait eu des vaccins? Je fais un comme vous dites, parce que sur l'attractivité, c'est vrai. Voilà. Sur le fait Sur que le d'autres chômage. pays, Éric Dupond-Moretti, ont protégé leurs économies face au Covid sans pour autant dépenser autant que nous, c'est aussi la vérité. Sur le chômage, quels sont les résultats aujourd'hui? Il n'y avait pas une campagne électorale autrefois qui n'était pas essentiellement orientée sur le chômage. C'est le taux de chômeurs le plus bas pour les jeunes depuis 40 ans. Pourquoi vous avez fait 14% aux européennes, Éric Dupond-Moretti? Mais Les Français ne comprennent pas? Monsieur, il y a un certain nombre de choses, je les ai dites et expliquées. D'abord, on n'est plus à 14%, aujourd'hui on est à 20%.
Parce qu'une élection nationale n'est pas une élection européenne. Bien. Et il y a un Donc certain là, les nombre... sondages, vous les regardez? Et il y a... Bah évidemment, je les regarde. C'est pas l'alpha et l'oméga de ma pensée, mais enfin, bien sûr, que je les regarde comme tous ceux qui sont engagés. Et je suis engagé totalement sur le terrain. Mais il n'y a pas que cela. Il y a le zéro à charge, il y a la réouverture de tribunaux, il y a les investissements massifs. Enfin, pardon, dans l'interview que j'ai lue ce matin du président Sarkozy, il dit la sécurité. Il a raison. C'est majeur, la sécurité, pour nos compatriotes. Mais quels sont ceux qui ont le plus investi dans la justice, dans la police, dans la gendarmerie? Dites-moi. C'est qui? C'est nous. Nous avons embauché massivement, vous le savez, 60% d'augmentation du budget de la justice. Gérald Darmanin, dans le périmètre qui est le sien, a embauché plus de 10 000 policiers, de gendarmes. Tout ça, c'est rien. Et on va détailler, Ah bon et on va détailler ces éléments. Juste avant, pour ceux qui nous regardent, Éric Dupond-Moretti, depuis que vous êtes rentré en politique, vous avez fait du combat contre le Rassemblement national quelque chose de quasiment existentiel. Vous dénoncez souvent les origines du Rassemblement national, son programme. Très concrètement, la dissolution de l'Assemblée fait que le 8 juillet, vous êtes susceptible de passer les clés de la place Vendôme, votre ministère, à, par exemple, Jean-Paul Garot, ancien magistrat, qui est fléché par Marine Le Pen comme pouvant devenir ministre de la Justice. Vous êtes prêt à assumer ça? Psychologiquement, non. Si par malheur ça devait arriver, je suis un républicain. Donc je serai au rendez-vous Mais des si vous dites obligations. psychologiquement non, c'est bien de se poser la question du risque qui est pris par cette dissolution pour vous et pour votre majorité. En matière de justice, je veux vous rappeler que le RN n'a voté aucun des budgets justice dont je viens de parler. Je dis bien aucun, donc c'est facile de demander... Bon. Le RN ne m'a jamais proposé un terrain pour la construction d'un établissement pénitentiaire. Le RN veut une responsabilité pénale à l'âge de 16 ans, c'est anticonstitutionnel. Le RN veut de vraies peines planchées, on y reviendra peut-être, c'est anticonstitutionnel. Le RN veut un référendum immigration, c'est anticonstitutionnel. Alors, me direz-vous, on va changer la Constitution, c'est ce que l'on nous dit. Sauf que pour changer la Constitution, il faut d'abord un vote identique, au mot près, des deux assemblées et les 3/5 des deux assemblées réunies. Sauf qu'Éric Dupond-Moretti, vous faites cette anaphore avec le RN. Je rajoute que le RN, dans son tract de campagne, dénonce une justice laxiste. Et j'ai regardé les sondages. 87% des Français, sondage ELAB de novembre dernier pour BFM TV, dit la même chose. Donc le RN est en phase avec ce que disent les Français. Oui, les démagogues sont ceux qui disent aux uns et aux autres ce qu'ils ont envie d'entendre. Et donc 9 Français sur 10 se trompent? Non, oui, et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce qu'on fait beaucoup de faits divers. Les chaînes d'infos continuent, je l'ai déjà dit à très nombreuses reprises. Ah, donc c'est à cause des chaînes d'infos que le Rassemblement national progresse. Écoutez, ça c'est une caricature. Ouais. Je suis ce que vous êtes. Non, vous ne suivez rien parce que vous ne m'avez pas laissé développer. Mais acceptez d'entendre que les chaînes d'infos continuent sont, je le crois, anxiogènes. D'autres diront que c'est la réalité qui est anxiogène. Non, mais répéter 50 fois le même crime, ça fait 50 crimes que vous le vouliez, monsieur Duhamel, ou non. Maintenant, qu'est-ce que ça génère? Ça génère évidemment de la réprobation. Ça génère d'abord de l'émotion, de la réprobation, une envie d'en terminer avec ça. Moi, je ne suis pas un Français différent des autres, c'est vrai. Et ensuite, il y a la difficulté. Ensuite, on passe à la réalité, je vais vous dire, sur le laxisme. La Cour des comptes, vous allez me permettre de la citer, dit « La hausse continue des incarcérations trouve un premier facteur dans la sévérité croissante du système répressif. Celle-ci se traduit par une réponse pénale plus systématique. Elle conduit aussi à des procédures débouchant plus fréquemment à des incarcérations. » Et quand Mme Apolline de Malherbe dit à M. Bardella « Voilà ce que dit la Cour des comptes », vous avez entendu ce qu'il lui répond ? C'est un constat moral et politique de mémoire. C'est-à-dire que la Cour des comptes ne ferait plus de comptes? Mais c'est lunaire. Mais alors donc, Éric Dupond-Moretti... Attendez, je termine là-dessus. J'ai rarement l'occasion de m'exprimer complètement là-dessus. Je sais bien sûr qu'il y a à peu près, grosso modo, 1000 crimes de sang qui sont commis dans notre pays par an. C'est-à-dire pas loin de 3 crimes par jour. Ouais. Donc, il y a matière à évoquer cela. Il y a matière à se révolter. Il y a matière à avoir de la peine. Mais pardon, dire que la justice est laxiste, c'est quoi? C'est d'abord
dire le contraire de ce que disent les chiffres. Mais alors, Éric Dupond-Moretti, non mais attendez, je termine, vous m'avez posé une question, je voudrais terminer. Permettez que je vous pose une question, moi Oui, aussi. mais je voudrais terminer celle-là. Nous sommes le pays, ou l'un des pays les plus sévères d'Europe. Nous sommes le pays qui connaît le plus gros taux de surpopulation carcérale. Tous les chiffres démontrent que la justice n'est pas laxiste. Et maintenant, je vais vous dire, moi, j'ai aussi en charge l'indépendance de la magistrature. Et donc, Et l'autre rôle qui est le mien, c'est de donner à la justice davantage de moyens. Et donc, je veux vous lire un extrait de discours. Ouvrez les guillemets. Tolérance zéro. Assez avec ces réductions de peine qui donnent un sentiment d'impunité. Assez de ces rappels à la loi qui ne se traduisent jamais par des sanctions compréhensibles. Exécution complète des peines, pas de remise de peine. J'ai supprimé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais j'ai supprimé, monsieur Duhamel, Ouais. les remises de peine automatiques. Il y a... Non, laissez-moi terminer. Tolérance zéro qui donne un sentiment Attendez, d'impunité. c'est un autre... Non mais attendez, je vous cite ce discours parce que c'est Bruno Le Maire, votre collègue ministre de l'économie, qui l'a tenu en meeting. Quand Bruno Le Maire dit cela, quand Édouard Philippe parle de la justice comme du maillon faible du système régalien, au fond, eux-mêmes disent qu'il y a un problème avec la façon dont le système judiciaire fonctionne. Attendez-moi. Attendez, souffrez que je vous réponde. Je suis d'autant plus d'accord avec ça que j'ai supprimé les remises automatiques de peine. Et vous savez par quoi je les ai remplacées? Je les ai remplacées par des remises de peine à l'effort. Et parallèlement à cela, j'ai créé un contrat du détenu travailleur pour que des chefs d'entreprise aient financièrement envie de venir dans les établissements pénitentiaires parce que je pense que le sens de l'effort en prison n'est pas un sens interdit. Vous l'avez dit à votre collègue Bruno Le Maire? Parce que visiblement, comme il demande la fin des remises de peine, il n'est pas au courant que vous les avez réformées. Eh ben, je les ai réformés, c'est une réalité. Et ensuite, il y a des aménagements de peine, c'est autre chose. Mais là aussi, les équilibres sont infiniment complexes parce que il faut la tenir, la prison. Vous savez, il y a eu des mutineries par le passé. Et beaucoup. Il n'y a pas eu de mutinerie depuis que je suis là. Et monsieur, voyez-vous, sur le volet pénitentiaire, je voudrais vous dire que nous avons embauché 6000 surveillants pénitentiaires de plus. Nous avons doublé les membres du service de renseignement pénitentiaire. Et quand Mohamed Amra a 9 téléphones portables, déplace sa chicha de cellule en cellule et reçoit une femme qu'il présente comme sa sœur pour avoir des relations sexuelles avec elle, là encore, je pense à ceux qui nous regardent et qui peut-être se disent « Ok, il n'y a pas de mutinerie dans les prisons, très bien. » Enfin là, le fait est que c'est quelque chose qui peut paraître, encore une fois, totalement invraisemblable. Mais je suis tellement à l'écoute de ça que j'ai ordonné une inspection générale de la justice. Parce que il est insupportable qu'un type comme Amra, n'importe quel autre détenu d'ailleurs, ait à sa disposition un ou plusieurs téléphones portables. Mais sachez que technologiquement, nous ne sommes pas encore en mesure de tout interdire. Pourquoi? Parce que par exemple, il y a des téléphones portables qui sont plastifiés, qui sont indécelables. Et les façons dont les téléphones entrent dans les prisons ont changé depuis des années. Il y a les drones. Et nous avons mis en place des systèmes anti-drones. Ça n'existait pas. De la même façon, il y avait en 2017 0 brouilleur. Nous avons équipé beaucoup d'établissements pénitentiaires. Ça coûte très cher, monsieur Duhamel. Et ça ne marche pas encore suffisamment. Non, ça ne marche pas dans certains endroits. Ouais. D'où d'ailleurs la volonté pour moi d'opérer le transfèrement des délinquants les plus du haut du spectre, pour ne plus qu'ils aient aucun contact. Et je voudrais vous dire enfin que, sur cette question, j'ai signé avec les 4 organisations syndicales pénitentiaires. C'est la première fois de notre histoire que les 4 organisations signent un accord avec la chancellerie pour renforcer la sécurité, évidemment, des personnels pénitentiaires après cette affaire. Et je veux encore vous dire que quand un événement aussi dramatique que celui-là survient, il est de notre devoir de regarder là où nous avons failli. Moi, je n'ai pas la prétention, monsieur, d'où cette inspection que vous avez diligentée. D'avoir tout fait. Mais en revanche, j'ai fait un certain nombre de choses que les autres pouvoirs n'ont jamais fait. Éric Dupond-Moretti, on va parler dans un instant de la gauche, mais juste avant sur ce sujet du Rassemblement national. Il y a une question qui va se poser pour votre majorité présidentielle, c'est de savoir quelles consignes de vote donner dans le cadre d'un second tour entre le Rassemblement national et le Front populaire. Qu'est-ce que vous direz à vos électeurs dans le cadre d'un second tour tel qu'il pourrait se présenter
entre le Rassemblement national et le Front populaire. Non, mais il faut arrêter de n'envisager que le duel front dit populaire Ça, mais il y en aura. et Rassemblement national majoré d'une partie de Reconquête et d'une partie des LR aujourd'hui. Non, moi, je me refuse, là, maintenant, à répondre à cela. Nous verrons. Alors, je vous ai entendu, Éric Dupond-Moretti, chez nos confrères de LCI hier, où vous disiez, moi, je veux pas, au fond, je veux pas choisir. Hein. Je vous parlais de LFI et du RN. Donc, entre un candidat à la France Insoumise et un candidat du Rassemblement national, ni l'un ni l'autre. Non, mais Qu'est-ce que vous me dites? Répétez-moi votre question. Entre un candidat du Rassemblement national et de la France Insoumise au second tour, vous dites il ne faut pas choisir, on renvoie dos à dos. Je l'ai dit, mais il y a des socialistes, des communistes. D'ailleurs, vous savez, moi, dans ma circonscription, aux dernières législatives, j'ai voté pour un socialiste modéré. Et donc vous au deuxième tour. Et vous referiez ce choix. C'est du cas par cas ensuite, monsieur Duhamel. Mais il faut arrêter de présenter les choses comme si inéluctablement nous avions le Front dit populaire, l'extrême droite et rien au milieu. On a fait beaucoup de choses, on n'a pas tout bien fait, il reste beaucoup de choses à faire. Voilà ce que je veux vous dire et voilà ce que je porte là maintenant dans cette campagne dans laquelle je vais m'investir et j'ai déjà commencé totalement. Un tout petit mot, quand Serge Klarsfeld, fils de déporté, chasseur de nazis, dit qu'entre le Rassemblement national et la France insoumise, il voterait pour le Rassemblement national parce que le parti serait pro-juif, dit-il, là où la France insoumise serait antisémite. Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, vous m'avez posé tout à l'heure la question de l'expression qui était celle de M. Mbappé. Oui. Voilà, vous voyez, les gens s'expriment dans cette campagne, c'est très bien. Moi, je ne partage pas cet avis, je n'ai pas d'autres commentaires à faire, mais je suis respectueux de la parole des uns et des autres. Parlons de la gauche et du donc nouveau Front populaire. L'une des surprises du week-end, c'est la candidature de François Hollande en Corrèze, l'ancien président qui soutient l'Alliance à gauche, vous le disiez. Vous avez qualifié cette candidature de pathétique. Un ancien président, c'est pathétique, quoi. Toute candidature dans l'opposition est pathétique. Alors, c'est curieux parce qu'un ancien président, je pourrais pas dire pathétique, mais je pense que vous ne vous gênez pas trop avec l'actuel président. Donc, vous m'avez jamais entendu dire qu'il était pathétique. Non, mais je vois pas beaucoup de journalistes dire ça. Hein. J'entends, mais vous avez un volume lexical tel que il n'est pas gratifié que de qualificatifs. Ouais. Oui, je trouve ça pathétique. Je trouve ça pathétique, oui, absolument. Et j'ai d'ailleurs suggéré à M. Hollande qu'il prenne comme suppléant M. Philippe Poutou. M. Philippe Poutou, parce qu'il fait partie de ceux qui sont et qui ont signé, co-signataires de cet accord lunaire. C'est un attelage invraisemblable. M. Poutou, anti-policier, j'aurais dire anti-flic, il vomit sur la police à longueur de journée. Quand il y a des types qui tirent au mortier sur le commissariat de la Courneuve, il vous explique que c'est un beau feu d'artifice. Il a applaudi quand le Hamas est allé franchir les frontières pour créer cet abominable massacre. Il a applaudi des deux mains. Et lui, François Hollande, n'est pas extrémiste. Mais pourquoi vous avez envie de vous associer avec des gens, vous, qui sont à ce point aux antipodes? Moi, je ne suis pas candidat aux législatives. Non, mais vous êtes un citoyen. Oui. Donc la question, elle se pose pour tout le monde. Je m'adresse à vous, je m'adresse à tous les Français qui nous écoutent. Est-ce que l'on a envie de s'associer avec M. Philippe Poutou? Est-ce qu'on a envie de constater que M. Mélenchon, qui envisage tapis dans l'ombre sans doute d'être Premier ministre... il dit aujourd'hui, si vous pensez que je ne dois pas être Premier ministre, je ne le serai pas. Vous ne le croyez pas? Mais c'est qui ça, si vous pensez? C'est qui? C'est Jean-Luc Mélenchon qui dit Non, ça. mais qui pense qu'il ne doit pas être Premier ministre? C'est un vous... Et à qui va-t-il obéir? C'est un vous général. Collectif. Ouais, c'est un vous mais collectif. C'est une plaisanterie. Écoutez, il a viré Madame Garrido, il a viré son compagnon, Monsieur Corbière. Ils ont été virés comme des malpropres, purgés comme on purgeait à l'époque du stalinisme. C'est ça, les amis actuels de Monsieur Hollande? Mais c'est une plaisanterie. Quant à l'antisémitisme, excusez-moi, mais moi, il y a quelque chose qui me révolte. Il faut 48 heures pour qu'on se mette d'accord sur l'antisémitisme. Mais on est chez les dingos. Faites référence aux discussions qu'il y a eu autour du programme. Ouais. Et sur les mots, sachant que Jean-Luc Mélenchon avait dit l'antisémitisme est résiduel, alors que dans le programme, il est écrit qu'il explose. Attendez, il n'a pas dit que ça. Hein. S'agissant de Yael Braun-Pivet, qui est juive, quand elle part en Israël, il dit qu'elle est partie camper. Il n'y a pas de hasard. Hein.
C'est pas quelqu'un qui découvre la langue, monsieur Mélenchon. Il la maîtrise plutôt très très bien. Et puis quand ses adhérents souhaitent que les frontières de la Palestine poussent jusqu'à la mer, qu'est-ce qu'on fait des Juifs? Ils ont eu un certain nombre de propos antisémites scandaleux. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut 48 heures pour s'accorder sur ce qui n'est pas une opinion, monsieur Duhamel, mais qui est, je voudrais finir, un délit. C'est-à-dire que c'est comme si on se mettait d'accord pour dire on ne va pas commettre d'escroquerie, vous voyez. Éric Dupond-Moretti, on a parlé d'ailleurs souvent sur ce plateau des ambiguïtés quant à la lutte contre l'antisémitisme. Mais simplement, dans ce nouveau Front populaire que vous conspuez, Ouais. il y a des gens comme François Hollande, le maire de Montpellier, Michael Delafosse, Carole Delga, la patronne de la région Occitanie. Tout ça, ce ne sont pas des extrémistes. Encore une fois, je reprends la question que je vous posais au début de cet entretien. Est-ce qu'il n'y a pas une façon, encore une fois, un peu facile de tout renvoyer aux extrêmes et de vous présenter comme la seule alternative possible? Donc, il n'y a qu'un seul vote possible, sinon c'est le chaos. Écoutez, monsieur Duhamel, j'ai sans doute des défauts, comme vous. Peut-être bien plus que vous. Non, peut-être. Mais voyez, moi, je pense que l'on doit se tenir. Je l'ai dit hier, j'ai rappelé ça hier chez votre confrère. Les Corses, ils ont une expression, c'est tiens-toi. Hein, c'est la trahison, là. C'est ce que les systèmes politiques sont capables de faire. Et puis, c'est ce que les femmes et les hommes sont capables de faire pour un plat de lentilles. Voilà, pour une place, pour un poste. Je trouve ça mais scandaleux. Écoutez, Glucksmann, pour qui j'avais du respect, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, etc. Il s'est fait insulter, il s'est même fait bousculer à Saint-Étienne. Ils se sont mais déchirés comme c'est pas possible de l'imaginer, de le dire et même de s'en souvenir. D'ailleurs, ils s'en souviennent plus parce que aujourd'hui, ils sont copains comme cochons et ils sont tous dans le front dit populaire. Puis même le choix le Front populaire, Léon Blum, qui a été déporté parce qu'il était juif. Et aujourd'hui, vous avez même Mélenchon qui dit que je ne sais plus lequel. Il dit, pour être très précis, Léon Blum en 36 est moins capable que Manuel Bompard, Clémence Guettet et Mathilde Panot. Mais quelle honte! Mais quelle honte! Un mot encore sur le nouveau Front populaire. Adrien Quatennens, ce matin, s'est retiré. Il ne sera pas candidat aux législatives. Ça vous enlève un argument qu'on entendait dans la majorité présidentielle, consistant à dire il présente aux élections quelqu'un qui a été condamné pour violence conjugale. Alors, écoutez, là aussi, c'est le grand cirque. Pardon, avant de se retirer, il a été investi. Vous me faites ça, ben quand même. Et ensuite, tout le monde pousse des cris d'orfraie. On dit, mais comment Et là, il se serait rendu compte qu'il aurait été précédemment condamné, et puis tout seul, hein, sans qu'on l'y incite, et il se dit, bah, finalement, j'y vais pas. C'est une plaisanterie. Et entre-temps... Qu'est-ce que vous insinuez? Vous disiez tous que c'était pas correct d'avoir quelqu'un qui était condamné comme candidat. Il se retire. Donc vous applaudissez, vous remarquez le sens des responsabilités. Écoutez, moi, je constate que, en dépit de la condamnation, il est investi et qu'ensuite, on lui a demandé de se retirer. Et maintenant, on présente ça comme un geste qui serait un geste à son honneur. Voilà, moi, je dis que là aussi, c'est lunaire. C'est lunaire. Il y a beaucoup de choses, d'ailleurs, qui le sont. Hein. Vous savez, il a suffi que une partie des nouveaux membres du Front dit populaire pousse des cris d'orfraie pour que d'un coup, ils se rendent compte qu'il n'avait rien à faire là, il s'est retiré tout seul. Mais personne ne peut croire à ça. Bon, maintenant, c'est leurs histoires. Hein. Deux dernières questions pour terminer. Oui. La première, vous n'êtes pas candidat. Non. Pourquoi ? Vous vous dites que c'est pas le meilleur moment alors que la majorité présidentielle s'apprête à être battue à plat de couture? Non, sûrement pas, non. Non, je veux dire, moi, monsieur Duhamel, j'ai essayé d'être un homme politique. Il m'a fallu du temps, parce que ça n'est pas simple. Quand on est dans la société civile, on fait parfois comme font certains commentateurs. Ah, il y a qu'à Faucon, mais pourquoi ils font pas? C'est tellement facile, etc. Puis ensuite, on se rend compte que c'est compliqué, il faut beaucoup de temps, par exemple, pour élaborer un texte de loi, vous voyez? Pas contradictoire avec le fait d'aller se soumettre au suffrage des électeurs. Attendez, pourquoi vous me coupez tout le temps? Je vous coupe pas, j'essaie de... Mais si, vous savez que j'ai un esprit lent, moi. Bon. Moi aussi. Je pense être devenu un homme politique, mais je ne suis pas un politicien professionnel. Et je trouve que pour vouloir aller dans une circonscription, il faut avoir envie d'être député, de la représenter. Voilà. Mais, lors des dernières élections législatives, j'ai fait le tour de France. 3 fois. Pour aller aider des députés de chez nous qui se présentaient. Je me suis battu. J'ai déjà commencé, je vais faire le tour de France. Je veux me battre pour notre majorité,
Je veux me battre, vous voyez, pour notre pays. Toute dernière question, Éric Dupond-Moretti. Est-ce que vous avez mis votre robe d'avocat au pressing? Vous voulez vraiment que je sois plus garde des Sceaux? Non, c'est une question pour savoir si éventuellement vous vous préparez, parce que ça peut arriver vite. Hein, le second tour, c'est le 7 juillet. Si vous perdez, peut-être une perspective de retrouver votre métier d'antan? Vous savez, quand on a un verre devant soi, il y en a qui le voient à moitié plein et à moitié vide. Moi, je le vois à moitié plein. À moitié plein, c'est Monsieur quoi? Duhamel, je pense que nous avons pris 6 points en quelques jours. Je pense que les Français vont regarder tout ça avec calme, qu'ils vont voir qu'un certain nombre de mesures proposées à l'extrême droite ne sont pas réalisables, que de l'autre côté, ça coûterait une fortune, ça mettrait le pays par terre. Donc moi, je n'ai pas encore mis ma robe au pressing. Bon, bah voilà, une information, pour le coup. Merci beaucoup, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, garde des Sceaux, d'avoir été l'invité de C'est pas tous les jours dimanche.